Bonsoir de la psychologie, je suis Madame J et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème qui est donc quel psy choisir. Donc c'est un petit peu dans la continuité des précédents thèmes et donc on va définir la différence entre psychologue, psychiatre, psychanalyste, voire même psychothérapeute. Alors j'ai choisi de parler de ce thème parce qu'en fait en fonction du psy qu'on va voir, on a forcément pas la même personne en face de nous, c'est-à-dire chaque personne a fait des études différentes, donc il n'y a pas le même cursus, la même formation, et en plus au sein même du métier, il y a aussi des orientations qui sont différentes, des choix de médiation, d'outils qui sont différents, donc c'est important quand même d'éclaircir au mieux les distinctions entre chacun, en sachant que l'un n'est pas substituable à l'autre et qu'on peut aussi voir plusieurs personnes, ils peuvent travailler ensemble. Enfin, l'idée c'est pas de se dire que on va voir soit un psychologue soit un psychiatre, c'est juste se dire qu'en fait ils viennent pas répondre aux mêmes questions, intervenir dans les mêmes fonctions, dans les mêmes endroits, enfin que pour chacun ça peut venir dire des choses différentes. Donc d'abord le psychiatre. Donc le psychiatre en premier lieu c'est un médecin. Je pense que ça c'est toujours ce que je réponds en fait, c'est que le psychiatre c'est le seul qui est médecin, en tout cas de formation. Donc il a fait des études de médecine, un internat, et puis il s'est spécialisé en psychiatrie. Et donc il a cette fonction de prendre en charge les troubles psychiatriques. On dit souvent que les psychiatres sont choisis pour les maladies mentales, mais certains s'orientent uniquement dans ce sens, mais pas tous, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi répondre à la clinique du tout venant. On les retrouve la plupart du temps dans les services de psychiatrie ou dans différents centres où ils sont quand même référés comme un médecin. Et puis également, les psychiatres ils peuvent aussi intervenir dans d'autres services de médecine, où là on parle de psychiatrie de liaison, donc ils viennent en termes d'intervention brève pour certains patients pour qui certaines pathologies somatiques peuvent faire vivre aussi des choses qui déclenchent un besoin de voir un psychiatre, mais également certaines pathologies somatiques qui sont difficiles à définir, où des fois il y a besoin de plusieurs intervenants pour voir ce qui se passe vraiment pour la personne. Donc qui dit psychiatre dit qu'il y a l'idée d'une démarche diagnostique, qu'il y a l'idée aussi du traitement, même si aujourd'hui on parle aussi de prévention, mais en tout cas voilà, on se réfère quand même à un champ plus médical, et il y a toute l'idée qu'il y a une prise en compte du biologique chez le psychiatre, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'il a une responsabilité de médecin, donc il y a tout un parallèle avec la santé du patient, de son corps. Donc la vision du symptôme est souvent aussi liée à ça, c'est-à-dire que dans l'idée comme une démarche médicale où on évalue, donc il y a beaucoup d'évaluations psychiatriques, on met en place donc quelque chose comme un traitement, et on est dans une vision de réduire, voire de retirer un symptôme. Donc le psychiatre il va plutôt se positionner là, donc là c'est d'un point de vue global, hein, donc je parle pas après parce que chaque psychiatre peut avoir son orientation spécifique et sa façon de travailler. Il y a même certains psychiatres qui se mettent assez à distance de la démarche médicale et qui d'ailleurs ne prescrivent pas de médicaments, ou alors font uniquement des moments thérapeutiques avec certains patients, et puis à d'autres ils se positionnent en tant que médecin. Ça c'est aussi libre à chaque professionnel. Mais en tout cas, en allant voir un psychiatre, on va voir un médecin. Donc, qui dit médecin dit aussi avec toute la question de l'objectivation de certains troubles, tout en prenant en compte toujours la subjectivité du patient, parce que le psychiatre, il a quand même, c'est pas un médecin qui va avoir un discours et une façon de faire opératoire, il est quand même aussi formé à une écoute de ce qui se passe chez le patient et de ce que ça peut vouloir dire pour lui, qui est vraiment importante. Donc on va quand même pas voir son médecin généraliste, hein. Donc après le psychiatre, je peux définir aussi donc le psychologue, même si je l'ai déjà fait quand même par rapport au précédent podcast. Donc pour le psychologue, il y a comme chez les médecins et donc comme chez le psychiatre, il y a aussi un code de déontologie. Donc ça c'est quand même important de savoir que la profession elle est quand même
régi par un certain nombre de règles et qu'on n'est pas comme ça psychologue ou médecin comme ça. Il y a un encadrement. Donc le psychologue, il a fait un master 2, donc ça passe par un cursus de l'université de psychologie. Et alors lui, de son côté, le psychologue, il va avoir plus peut-être orienté sa pratique au niveau des entretiens cliniques à visée thérapeutique, mais aussi il va pouvoir travailler avec la vie institutionnelle, l'observation, à la différence souvent du psychiatre qui, lui, est moins dans un travail institutionnel, même si il y a certaines écoles et certains centres qui font que les psychiatres se positionnent aussi dans la vie institutionnelle, mais en tout cas c'est souvent une place que le psychologue a plus tendance à prendre. Et le psychologue, il peut aussi faire des bilans, notamment sur le fonctionnement intellectuel, sur les projectifs, et ça par contre il n'y a que le psychologue qui peut le faire. Pour le psychologue, donc, il y a l'idée que la personne a une singularité, qu'elle se trouve dans une situation à un moment donné, donc ça c'est extrêmement important de le voir comme ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un se présente à ce moment-là, c'est la situation en tant que telle et c'est ce contexte-là, donc ça inscrit pas forcément dans l'idée d'une démarche diagnostique ou d'un traitement, parce qu'en fait on n'est pas dans la même temporalité, dans le même champ de vision pour observer ce qu'amène la personne. On a tendance souvent d'ailleurs à parler d'intuition clinique, notamment chez le psychologue, mais bon, je trouve que c'est un petit peu compliqué ce terme d'intuition clinique, parce que c'est presque à l'opposé selon moi de l'intuition commune comme on entend parler d'avoir une intuition, un feeling, parce que l'intuition clinique elle est vraiment prise dans les bagages théoriques et les situations antérieures, l'expérience du psychologue. Donc elle est toujours, encore une fois, remise dans le contexte avec le patient. Donc c'est pour ça que au final on parle d'intuition clinique, mais pour moi ça me semble presque à l'opposé de la vraie intuition qui comme ça échapperait et on pourrait rien en dire, rien en penser. Donc chez le psychologue il y a beaucoup de domaines d'intervention, comme chez le psychiatre d'ailleurs, mais encore plus je pense chez le psychologue, parce qu'au final il n'est pas forcément affilié à certains troubles mentaux, et il se limite pas en tout cas à une pathologie, comme des fois le psychiatre peut plus être orienté pour des troubles psychiatriques. Et le psychologue il va surtout penser à des sujets et à des situations plutôt qu'à un trouble particulier. Enfin ça c'est vraiment dû, j'ai l'impression, à la formation, donc encore une fois ça serait intéressant que des psychiatres interviennent, parce que je connais pas la formation des psychiatres, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai l'impression dans ce que j'ai toujours vu et lu, c'est l'idée que les psychiatres sont beaucoup formés aux troubles, et nous, les psychologues, on va être plutôt formés au sujet ou à la situation. Donc encore une fois, c'est ça qui donne un petit peu cette différence entre la démarche plus médicale où on part du trouble pour arriver des fois au sujet. Enfin, en tout cas, on pense le sujet à travers aussi ses symptômes, et la démarche du psychologue qui va penser le sujet avec ses symptômes, mais pas à travers ses symptômes. Alors c'est pas du tout réducteur de parler des psychiatres comme ça, il y en a vraiment besoin aussi de pouvoir penser à travers le trouble et être plus dans une démarche diagnostique et de traitement. C'est juste qu'encore une fois ça vient toucher des zones différentes. Et donc pour le psychologue il y a aussi plusieurs spécialisations qui donnent à mon avis pas les mêmes fonctions. Donc ça c'est aussi un débat actuel, c'est souvent questionné de savoir est-ce que un psychologue qui a une formation de neuropsychologie par exemple peut intervenir au même titre qu'un psychologue clinicien ou un psychologue social. Ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on est tous psychologues. Néanmoins, de mon expérience, on n'a quand même pas du tout eu les mêmes formations, et je pense que des fois, ça, c'est aussi important de pouvoir séparer les espaces et que chacun puisse se saisir de ses outils et de sa formation pour
être en relation avec la personne d'une façon différente. Donc il y a dans les spécialisations, il y a par exemple la psychologie sociale, donc être psychologue social, c'est les psychologues qu'on retrouve plutôt dans les ressources humaines, dans les entreprises. Ils vont avoir plus tendance à travailler avec les comportements humains, les phénomènes de groupe. Puis il y a le psychologue autour de la cognition aussi, donc cognitiviste, qui lui se positionne plus dans les apprentissages, donc ça va être aussi la mémoire de travail, mémoire à long terme, enfin plus dans un lien aussi avec le cerveau et la cognition. Il y a le psychologue du développement, qui est plus spécialisé dans les stades du développement de vie et les changements, notamment chez l'enfant. Donc c'est que ça, c'est quelque chose qu'on apprenait à la fac, la différence avec le psychologue du développement. Mais j'avoue que j'ai jamais rencontré des psychologues du développement, donc si vous êtes là, manifestez-vous, parce que c'est vrai que je sais qu'il y avait des masters qui étaient orientés pour les psychologues du développement, mais après, dans la pratique, je sais qu'ils sont souvent plus en crèche ou peut-être plus dans la recherche, mais voilà, j'ai l'impression que c'est une branche qui est un petit peu plus rare, en tout cas qu'on en retrouve moins. Puis il y a aussi donc les neuropsychologues, qui eux ont vraiment pour fonction de mettre en lien le fonctionnement du cerveau et ce qui se passe psychiquement. Donc c'est ceux qui vont plus passer des bilans du fonctionnement intellectuel, de la mémoire, de l'organisation, enfin, donc ils vont plus, tous les tests d'intelligence, c'est eux généralement qui vont se positionner comme ça et qui vont intervenir dans les services pour ça. Et puis donc il y a je finis par le psychologue clinicien. Ce que je suis, donc c'est j'ai tendance souvent à définir un psychologue par rapport au clinicien, alors qu'en fait c'était pour montrer aussi qu'il y avait d'autres branches, mais psychologue clinicien en fait ça part de la définition de clinique, donc qui veut dire au chevet du patient, et donc ça va plus être pensé dans un aller-retour entre la position du patient et celle du psychologue. Ensuite, en psy aussi, il y a le psychanalyste, donc qui lui n'est pas reconnu par l'État. Donc ça, c'est souvent dit, mais c'est que c'est important de le rappeler parce que du coup, ça donne pas la même protection du métier, et que c'est régi par après d'autres écoles et d'autres courants de pensée. Le psychanalyste, il a fait une analyse. C'est une formation qui est longue pour devenir psychanalyste. On a l'impression que on peut tous être psychanalyste, mais en réalité, selon moi, c'est une des formations les plus longues. Et le psychanalyste est affilié à une société de psychanalyse. Donc il doit avoir fait une cure analytique personnelle de plusieurs années, 3 fois par semaine, généralement. Et souvent, suivant les sociétés, il faut aussi une tranche par un membre titulaire. Donc une tranche, ça veut dire une partie d'analyse effectuée avec un membre titulaire de la société. Et après une commission, il pourra commencer à faire des analyses, et ça sera sous supervision et à côté en ayant beaucoup de formations, de cours. Enfin, c'est vraiment une formation qui demande énormément d'investissement et qui s'étale sur plusieurs années. Les psychanalystes, ils ont tendance à travailler la plupart du temps en cadre libéral. C'est dû surtout au fait que, vu que l'État reconnaît pas leur métier, et c'est plus facile de faire du cadre libéral. Mais on retrouve aussi certains analystes dans des institutions. Et pour certains analystes, c'est aussi important d'être plutôt en libéral, parce que il y a aussi l'idée que ils n'ont pas à être inclus dans la santé publique, parce que penser à l'analyse, c'est une santé privée. Il y a aussi certains médecins, psychiatres, psychologues qui sont aussi psychanalystes, parce qu'en fait, être psychanalyste, ça peut être accessible aussi par tous, au sens où il y en a beaucoup qui l'ajoutent
en fait en formation à leur métier, donc il peut avoir des écrivains, psychanalystes, donc des médecins, il y a même des économistes, des profs, enfin vraiment tout le monde en tout cas peut faire cette formation-là en ayant fait voilà ce que je disais précédemment, donc la cure, la société, donc tout le monde peut le faire, mais en même temps, enfin déjà tout le monde peut le faire comme beaucoup de métiers, sauf que là voilà ça demande pas d'avoir spécifiquement telle formation universitaire, mais c'est une formation qui est quand même complexe et qui demande un vrai investissement sur plusieurs années. Puis ce que je trouve aussi complexe, c'est que chez les psychanalystes, il y a vraiment l'idée d'enrichir la culture générale qui est très importante quand on va faire des analyses. Donc il faut quand même se nourrir d'une curiosité qui va au-delà du fonctionnement psychique et des simples cours qu'on peut retrouver ou des concepts analytiques, parce que le psychanalyste il sera amené, enfin comme beaucoup, mais lui il va quand même beaucoup travailler aussi avec ça sur les rêves, les associations d'idées, d'images de plusieurs personnes, et donc il va pouvoir mettre en place des associations avec ce que vit la personne, mais aussi son histoire, l'actualité, certains mythes, certains contes, certaines histoires. Donc ça demande en tout cas, au-delà de la simple formation où il faut ça demande d'être très ouvert aussi à tout ce qui se passe à côté, parce que c'est des outils après pour l'analyste aussi. Parce que l'objet de la psychanalyse, c'est l'inconscient, le fonctionnement psychique, ses conflits, et donc il va avoir tout ce travail dans et sur la relation avec tout ce qui va entourer. Et donc après il y a le psychothérapeute qui au départ c'était pas protégé, et aujourd'hui ça l'est, c'est-à-dire qu'avant il y avait une période où tout le monde pouvait poser sa plaque et être psychothérapeute, ce qui est plus le cas. Donc on est les psychiatres, les psychologues sont d'office psychothérapeutes, et après c'est voilà, faut passer par des formations aussi. Donc moi j'ai un petit peu de mal à différencier psychothérapeute de psychologue ou psychiatre, parce que pour moi psychothérapeute c'est l'outil, enfin en tout cas par la thérapeutie de plusieurs psys, mais en tout cas voilà, avant c'était beaucoup plus confondu, maintenant moins, parce que on peut plus poser sa plaque de psychothérapeute comme on pouvait le faire avant. En tout cas pour en dernier point, c'est vrai que je voulais revenir un petit peu sur comment tous ces intervenants peuvent penser ensemble et se différencier aussi à certains moments donnés, parce que il y a une vraie différence entre voilà la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, mais c'est surtout aussi dans la démarche, donc, comme je le disais, plutôt médicale pour la psychiatrie, avec l'idée d'un interrogatoire plus ou moins directif, qui a pour but la recherche d'éléments objectifs. Il y a un recueil d'informations, une anamnèse, enfin on investigue des épisodes vécus, le terrain individuel, familial, etc. Enfin, il y a vraiment, voilà, plus ils vont avoir cette formation plus médicale de recherche, en ayant des prérequis de ce sur quoi ils ont envie d'avoir des réponses, et qui va aiguiller leur finesse diagnostique, et après pouvoir aider la personne dans ce sens-là. Alors que le psychologue, il n'y a pas d'attente a priori. On n'est pas dans une demande d'une réalité objective, mais plutôt d'entendre ce que se remémore la personne telle que ça vient. C'est-à-dire que si la personne nous parle des nouvelles croquettes de son chat pendant 6 séances, on va pas demander ce qui se passe à côté, c'est que ça a du sens. Pour le moment, que visiblement c'est que les croquettes du chat qui sortent, en tout cas en termes d'association, et on va travailler avec ça. On va pas être dans quelque chose où on recueille des informations différentes, où on interroge des zones différentes si la personne les a pas amenées. Donc là c'est plus, enfin quand je définis ça, c'est plutôt dans l'idée du travail après, thérapeutique aussi, et que les zones d'ombre vont pouvoir aussi être significatives pour le psychologue. Également, donc il y a l'idée que pour dans une démarche avec un psychologue, c'est que
le sujet est aussi maître de ce qu'il est, de ce qui lui arrive, et donc on n'est pas dans l'idée d'une recherche aussi de causes extérieures. Parce que quand on attribue en fait la souffrance de quelqu'un à des causes extérieures, d'une certaine manière on écarte aussi la responsabilité du sujet et donc sa subjectivité. Parce qu'après on répond aussi avec nos propres normes. Si on pense que la personne n'est pas bien parce qu'il s'est fait larguer par exemple, on enlève toute la subjectivité de la personne, parce qu'on a donné une cause extérieure à ce qui lui arrive. Donc dans tous les cas, en tout cas pour tous ces psys, et s'il y en a aussi qui sont intéressés par l'idée de devenir psy, que ce soit psychanalyste, psychologue, psychiatre, d'être dans ces démarches-là, ça demande en tout cas de faire des études, des formations, et qui sont de l'ordre de toute une vie, comme beaucoup de métiers, mais je pense que encore plus ces métiers où on est dans le rapport aux autres et dans l'aide, il faut toujours être en formation, toujours lire, toujours écrire, toujours penser, par rapport à un métier qui serait beaucoup plus carré et qui aurait une seule méthode. Donc devenir psy, c'est aussi se confronter à la radicalité du différent d'une certaine manière, c'est-à-dire de l'altérité, mais aussi de son semblable. Donc ça peut être impressionnant d'être face des fois à des personnes qui semblent de faire partie d'un monde différent qu'on habite, qui sont traversées par des angoisses infinies même, comme ça peut être aussi très perturbant d'être face à quelqu'un qui a pu vivre des choses très similaires à ce qu'on aurait pu vivre. Et on peut beaucoup s'en défendre d'ailleurs, et parfois trop s'en défendre, ça empêche la rencontre, et des fois pas assez s'en défendre, c'est aussi envahissant. Donc ça, c'est un métier vraiment qui s'apprend aussi, d'être au mieux dans une juste distance, un juste lien avec l'autre pour pouvoir entendre ce qu'il vit, et se laisser aussi happer par ce qu'il vit, sans se laisser submerger. Et ça, c'est pas du tout évident. Parce que des fois, la désorganisation psychique, donc le fait que quelqu'un lâche, ou en tout cas que quelqu'un aille vraiment pas bien, ça désorganise aussi celui qui l'écoute. Et la formation des psychologues, là où c'est le plus important, là je parle pour les psychologues parce que c'est la formation que j'ai suivie, mais c'est le fait de pouvoir ramener une pensée, ne pas se désorganiser avec l'autre et réintégrer un processus créatif. C'est pour ça que pour n'importe quel psy, il y a une vraie importance de la supervision à mon avis. Donc c'est-à-dire aller voir un psychologue qui pourrait aussi apporter une pensée différente, réfléchir à des situations qui peut-être sont plus complexes, et pouvoir parler de sa pratique en permanence et pas rester isolé à vivre sa pratique dans son coin. Parce qu'il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. Comme beaucoup de métiers, mais encore plus, de mon point de vue, dans les métiers comme psychologue, psychiatre, psychanalyste, etc. En tout cas, comme j'ai essayé de le faire passer tout au long de ce podcast, c'est l'idée que c'est une articulation entre différents intervenants. C'est-à-dire, au lieu de les opposer ou de choisir l'un ou l'autre, cela se pense dans quelque chose de concomitant. Ils sont pas substituables. En sachant que la plupart du temps, on va pouvoir être orienté. Il peut y avoir besoin d'un suivi plus psychiatrique à certains moments donnés, comme il peut avoir besoin d'une aide médicamenteuse, et ça veut pas dire qu'on a des troubles psychiatriques, c'est juste que la vie, elle peut faire traverser des choses qui sont plus ou moins faciles, et donc à certains moments, on a besoin d'une aide médicamenteuse, et ou en tout cas d'avoir un avis, parce que des fois, ne serait-ce avoir un avis de la figure du médecin psychiatre, certains en ont besoin, même pour leur dire qu'en fait ils en ont pas besoin, c'est aussi important. Donc pas hésiter aussi à avoir un psychiatre au même titre qu'on irait consulter un médecin si on avait un problème autre somatique. Donc le psychiatre en plus est remboursé en partie, vu que c'est un médecin, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et il faut voir aussi l'idée que c'est pas pareil de rencontrer un psychologue
je dis un psychologue, mais bon voilà, un psy en règle générale en libéral ou en institution ou dans des services somatiques, c'est-à-dire que le psychologue il peut aussi être là en faisant partie d'une équipe et ça va avoir toute son importance aussi dans la confiance attribuée qui pourra permettre une bonne rencontre et par la suite une bonne alliance thérapeutique si aussi le psychologue travaille avec le psychiatre avec qui ça se passe bien et qu'on avance ou avec la gynéco pour qui aussi on a pu aborder certains problèmes et qu'elle oriente. Enfin, dans ces métiers-là, la question de l'orientation est très 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 importante. Parce que par exemple, aller voir un psychanalyste, ça demande aussi un temps de recherche qui est assez important à mon avis, pour trouver en fonction des sociétés psychanalytiques et aussi du bouche à oreille. Donc pas hésiter à voir, comme je disais, les sociétés psychanalystes sur internet où ils répertorient la plupart des analystes qui ont eu la formation de la société. Et c'est souvent une démarche aussi de faire une analyse qui est un choix thérapeutique aussi singulier. Et ça, je pourrais aussi l'aborder dans un prochain podcast, l'analyse, parce que c'est un sujet qui demanderait qu'on s'y penche un petit moment. Autant dire que, pour conclure, quel psy aller voir, c'est surtout penser qu'est-ce qu'on a envie dans un premier temps de chercher, et donc de trouver aussi, quel temps on veut y consacrer, ce qui en premier abord nous parle le plus, donc parfois il peut avoir aussi besoin d'une approche plus corporelle, plus brève, ou alors d'être, à certains moments donnés, on peut être plus à l'aise avec la parole, l'envie d'un travail de fond. Donc l'important c'est d'être dans une demande pour soi, d'avoir envie d'être entendu et d'avancer, et c'est ce qui permettra la rencontre, parce que des fois, au-delà de quel psy on va voir, c'est surtout la rencontre qui est importante, parce que des fois on s'était dit moi je vais aller voir un psychologue parce qu'on avait cette représentation là, sauf que peut-être qu'une rencontre avec un psychiatre aura plus de sens de par son côté humain et l'apport qu'il amènera. Et donc faut pas rester cantonné à la figure psychologue, psychiatre, psychanalyste, parce que c'est des personnes qui exercent derrière et c'est des métiers où on exerce avec le lien. Donc c'est ça aussi qu'il faut privilégier. Et surtout ne pas s'arrêter si ça fonctionne pas avec l'un, ça fonctionnera avec un autre. Faut pouvoir prendre un temps, puis parfois en rencontrer quelques-uns pour trouver avec qui on veut faire son chemin. Enfin, moi j'hésite pas à orienter aussi la personne, à dire vous pouvez aussi aller questionner ailleurs, et puis des fois on peut prendre du temps avant de démarrer quelque chose avec quelqu'un. Et donc justement démarrer ce quelque chose, ça sera le sujet du prochain podcast, du prochain épisode, donc suivant quelle thérapie, enfin quelle est la différence entre plusieurs thérapies, mais surtout qu'est-ce qu'on peut projeter en termes de thérapie qu'on irait chercher chez un psychologue ou chez un psychiatre, chez un psychanalyste justement, et donc donner des petites pistes comme ça, des différentes thérapies qui peuvent être proposées. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez aborder ou aussi à rebondir sur ce que j'ai pu dire dernièrement. Je vous en souhaite une bonne écoute et à bientôt. Salut!